Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire de présentation de la semaine de la dénutrition, donc le Tour de France, a priori, du collectif. Je te laisse avancer sur les diapos. Le webinaire est enregistré. Bon, ça, c'est les petits rappels, mais je pense que maintenant, on est tous assez aguerris à faire des visios. En tout cas, c'est enregistré. Au niveau des personnes qui sont présentes, on a la chance d'avoir pour le collectif le professeur Agathe Reynaud-Simon, la nouvelle présidente du collectif de lutte contre la dénutrition, et Jeanne Béranguier. Niveau CAPS, ma collègue Silène, qui est à ma droite et qui est donc ingénieure qualité, et moi-même, donc, qui suis diététicienne. Nous aurons aussi la chance d'avoir deux retours d'expérience, entre guillemets, sur la semaine de la dénutrition de l'année dernière. Donc, avec Manon Rouillet, qui est à ma gauche et qui est diététicienne à la ville de Rennes, mais qui se présentera elle-même plus en détail tout à l'heure. On a l'équipe de la MSP de Pluneret avec Camille et Thibaut qui vont pouvoir aussi nous présenter leurs actions. Je vous passe la parole, Agathe et Jeanne, pour commencer. Silène va arrêter son partage. Vous allez pouvoir avoir la main. Jeanne, tu partages le document, c'est ça? Voilà, super. Bon, bah, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. On a déjà bien travaillé avec le CAPS Bretagne ces dernières années. Et donc, c'est toujours un plaisir de renouveler les contacts. Euh, On va vous présenter. Au niveau de la présentation, on voit la présentation des diapositives et pas Suivante, ouais. Je crois qu'il faut, dans le paramètre d'affichage, échanger. Ah, parce que moi, sur mon écran, ça ne me met pas ça. Normalement, vous allez voir juste. Non, là, on voit la diapositive en cours et la diapositive suivante. Du coup, c'est un peu petit et Est-ce que euh, tu arriverais à le mettre en plein écran? Il y a un item plein écran? Bah, normalement, c'est en plein écran. Ah oui. C'est vrai que moi aussi, je vois la prochaine. ouais, c'est donc Je vais faire Alors, autrement, c'est pas grave. Hop. Agathe, si tu veux, commencer à présenter un peu la semaine pendant que je règle les soucis techniques. d'accord. Oui, donc, alors la prochaine semaine nationale de la dénutrition, c'est du 12 au 19 novembre. Et donc, on va vous présenter d'abord un petit topo sur ce que c'est que la dénutrition, juste pour refaire un peu de sensibilisation, pourquoi c'est important. Deuxièmement, on va vous parler des outils. Et puis, en effet, c'est très intéressant pour nous d'avoir des retours sur votre région de choses que vous avez fait l'année dernière, par exemple. Et donc, on va vous faire ce petit topo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Jeanne, sur le plan global? Non, non, on peut lancer la présentation si vous c'est bon maintenant, si ça s'affiche en plein écran. Oui, Oui, c'est bien. Ah, Très bien. parfait, Agathe. Je te laisse y aller. Merci beaucoup. Alors, en fait, ce qui est d'abord important à comprendre, c'est que les enjeux nutritionnels ne sont pas les mêmes en fonction de son âge ou de sa situation. Euh, Quand on est enfant, l'enjeu principal de l'alimentation en particulier, c'est de pouvoir grandir. Donc, il faut suffisamment de nutriments, en particulier suffisamment de protéines aussi, pour grandir. Chez les adolescents, maintenant, le plus important, c'est de résister à la malbouffe pour pas finir de grandir avec le développement d'une obésité et des carences en vitamines. Chez les adultes jeunes, le plus important, c'est aussi de prévenir les maladies de surcharge et le cancer. C'est encore une question d'adultes jeunes. En revanche, chez les adultes vieux, en fait, on n'est plus tellement dans la situation de devoir absolument maigrir parce qu'en fait, il y a un risque de dénutrition qui se développe. Et donc, chez les vieux, alors vieux, on pourrait discuter à partir de quel âge, mais disons au moins 60 ans, euh, il faut prévenir la dénutrition. Et puis, chez les personnes dépendantes, et
en situation de handicap de manière générale, il faut traiter la dénutrition. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants et d'adultes jeunes qui sont dénutris, mais c'est en général le cas dans des situations médicales assez graves, sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure si vous le souhaitez. Prochaine diapo. Alors, des choses très simples. Pourquoi faut-il manger? Alors, imaginez notre corps comme une maison. Et donc, on a besoin de structures pour commencer, les murs, le toit. Et en fait, on a besoin de briques. Et globalement, les briques, c'est des protéines. Et donc, on dit d'ailleurs dans les livres de nutrition que les protéines sont des molécules de structure. Et puis, pour faire fonctionner tout ça, il faut de l'énergie. Et donc, là, c'est représenté par ce poil. Donc, il faut de l'énergie, il faut des protéines. Oui, tu pouvais passer. Et ensuite, on peut regarder ce qu'il y a dans notre corps. Alors, d'une part, ce qu'on mange à gauche et ce qu'on est à droite. Ce qu'on mange, si on mange selon les recommandations diététiques habituelles, on mange à peu près 50% de glucides, les féculents et puis tout ce qui est tout sucré, 35% de lipides, tout ce qui est gras, et 15% de protéines. Mais après, quand on regarde ce qu'on garde en réserve, et donc ce qui est dans notre corps, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la plus grande partie de nos réserves, c'est du gras. Alors, c'est pas mal le gras parce que ça contient de l'énergie, mais il y a deux problèmes. C'est que d'une part, ça ne contient pas de protéines, ça ne peut pas faire de protéines. Et deuxièmement, le fait de libérer du gras de son corps, ça peut se faire que assez lentement. Ce qui fait que finalement, quand on a besoin d'énergie rapidement, eh ben, on ne va pas aller le piocher dans son gras, mais plutôt dans son muscle, que vous voyez ici, pour lequel finalement les réserves, et on ne sait même pas si on peut parler de réserve, parce que tout le muscle qu'on a, il sert à quelque chose, ça va être dans le muscle. Et puis finalement, les glucides, et on a besoin de maintenir une glycémie stable tout au long des 24 heures, eh ben, les stocks de glycémie, de glucose, sous forme de glycogène, là on en a surtout dans le foie et aussi dans les muscles, c'est seulement 1% de nos réserves. Donc ça c'est intéressant parce que si tous les jours on mange exactement ce qu'il nous faut, forcément tout va bien. À partir du moment où on va manger moins bien, la question d'aller chercher dans ses réserves et qu'est-ce qu'on va utiliser pour survivre est une question et pas si simple. Alors, les réserves, donc là, vous voyez des belles tranches de jambon, ça c'est nos cuisses. Eh bien, il y a du muscle et il y a du gras surtout. Et finalement, on ne voit pas beaucoup là le glycogène, les petites réserves. On voit principalement du muscle et du gras, mais à l'échelle du corps, c'est beaucoup plus de gras que de muscle. Prochaine diapo. Ce qui est important dans cette coupe de cuisse et globalement dans notre composition corporelle, et là vous voyez une coupe de cuisse en IRM avec tout ce qui est blanc, c'est du gras. Après, il y a l'os au milieu aussi qui est blanc et tout ce qui est sombre, c'est du muscle. Et donc, tout le gras autour des cuisses, c'est de la réserve d'énergie. Très bien. Et pardon, j'ai pas tout à fait fini. Le muscle lui-même, il sert à deux choses. D'abord, il sert à se mobiliser. Vous savez bien que c'est avec nos muscles qu'on bouge, mais pour des raisons qui sont assez complexes et qu'on n'a pas complètement élucidées. Le muscle est aussi très associé à nos défenses immunitaires. Et donc, quand on perd du muscle et quand on perd trop de muscle, eh bien, on devient immunodéprimé. Et c'est pour ça qu'on attrape des infections virales, des infections bactériennes, des infections de toutes sortes, et que les gens dénutris font beaucoup plus d'infections et des infections plus graves que les non dénutris. Prochaine diapo. Donc voilà comment évolue la composition corporelle avec le temps. À 25 ans, là une cuisse d'homme avec une masse musculaire qui est parfaitement lisse et homogène et qui occupe toute la surface de la cuisse ou presque un tout petit peu de gras. Et à l'âge de 63 ans, ce qui n'est pas déjà si vieux, il y a beaucoup plus de gras, il y a beaucoup moins de muscles, et puis vous voyez tout le gras qui s'infiltre à l'intérieur du muscle. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la myostéatose, c'est-à-dire le gras dans le muscle. Et les interactions gras-muscle ne sont pas très favorables aux muscles en général, et donc ça donne un muscle moins performant. Prochaine diapo.
On voit aussi la notion de composition corporelle sur des coupes de scanners abdominale. La vertèbre qu'on choisit comme repère, c'est la vertèbre lombaire numéro 3, L3. Et vous voyez que finalement, à corpulence pas très différente, la personne de droite, bah, elle est un peu grosse, il y a du gras autour. Au scanner, le gras, il reste gris. Mais il y a beaucoup de muscles autour des vertèbres. Et donc, il y a aussi beaucoup de muscles entre les côtes. Et donc, cette personne-là, c'est sûr qu'elle est costaud, mais elle a une bonne performance musculaire et globalement, elle va mieux sur le plan métabolique et en général mieux sur le plan de la santé. À gauche, vous avez quelqu'un qui est gras aussi, mais vous voyez que là, le gras, d'abord, il est un peu mou, il tombe sur les côtés. Et puis, surtout, il n'y a pas du tout, enfin, il n'y a pas du tout, il y a beaucoup moins de muscles. Et ça, c'est aussi un indicateur de sarcopénie, de faiblesse musculaire, etc. La composition corporelle, c'est vraiment un point important. Et pour insister sur le muscle, et surtout sur le fait que bah, pour garder ses muscles, il faut le travailler, on vous montre ici les photos de Thomas Pesquet en pleine séance de musculation dans sa station spatiale. C'est-à-dire que si on est en apesanteur pendant des jours et des semaines et des fois même des mois, bah, en fait, on n'utilise plus ses muscles et donc ils vont fondre. Et je ne sais pas si vous avez en tête des images, des vidéos des premiers astronautes qui arrivaient sur Terre. Une fois qu'ils sortaient de leur capsule, en fait, ils ne tenaient pas debout parce qu'ils avaient perdu tous leurs muscles. Et ça les affaiblissait beaucoup. Maintenant qu'on sait qu'il faut s'occuper des muscles des astronautes, en fait, vous voyez qu'ils ont des machines de résistance pour entretenir leurs muscles pendant leur station en apesanteur. Donc le muscle, le muscle, le muscle. Et comment prendre du muscle? Ben, pour prendre du muscle, on a le droit de manger un peu de concombre et de poivron, mais enfin, il faut surtout manger de la viande et faire de l'activité physique. Ça, c'est ce qui va vraiment être le plus important pour les muscles. Donc la dénutrition, c'est une affaire de muscles principalement. Et alors, où est-ce qu'on va trouver les personnes dénutries? Chez les personnes âgées, les prévalences, donc les pourcentages de dénutrie, ils ont été estimés à domicile. On n'a pas énormément d'études à l'échelle de la population générale, mais ces études-là montrent environ 5 à 10 de personnes dénutries à la maison. Le problème, c'est surtout de les identifier. En fait, on sait que la majorité de ces personnes-là qui ont des troubles nutritionnels à domicile, ils ne sont pas identifiés, ils ne sont pas dépistés et donc ils ne sont pas pris en charge. Et ça veut dire qu'on ne fait pas de prévention de l'aggravation, on ne peut pas prendre en charge précocement les choses. Donc, à domicile, vraiment, l'enjeu, c'est le dépistage. C'est un peu plus facile de dépister si les personnes âgées sont accompagnées par des aides professionnelles, parce qu'à ce moment-là, la prévalence de la dénutrition, elle est de l'ordre de 25%. Une personne sur quatre, c'est énorme. Et donc, le risque de dénutrition est associé aussi à la dépendance. À l'hôpital, où on est en phase aiguë d'une pathologie, soit d'une pathologie chronique, soit d'une pathologie aiguë, en fait, la prévalence de la dénutrition au global, tout âge confondu, on est plutôt aux alentours de 30-35%. Chez les personnes âgées, c'est plus, c'est 35-60%. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de dénutrition chez les patients âgés? Je vous ai dit que c'était une question de muscle. Le muscle diminue avec le temps, donc il y a plus de dénutrition chez les personnes âgées. Et enfin, dans les EHPAD, on estime la prévalence de la dénutrition à environ 35%. C'est des études qui sont un peu anciennes. Je n'ai pas vu d'études faites avec les nouveaux critères qui sont plus précis sur la question du muscle. Peut-être qu'on en trouverait encore plus. Prochaine diapo, s'il te plaît. À l'hôpital ou à la maison quand on est très malade, finalement, le risque de dénutrition, il est assez majeur quand on est... je ne sais pas si je ne me suis pas embrouillée. Bref, le risque de dénutrition est très important quand on est malade parce que d'une part, on est alité, immobilisé, quand on n'a plus quand on est immobilisé, on perd ses muscles. On est anorexique parce qu'on est malade, donc on ne mange pas de protéines. Et enfin, l'inflammation qui est souvent présente au moment des pathologies aiguës ou chroniques, elle érode les muscles parce qu'en fait, dans ces situations-là, on va aller chercher encore plus de protéines dans ces muscles pour lutter contre l'inflammation.
Et donc, on perd ses muscles et donc on devient dépendant. Et par exemple, à l'hôpital, on estime qu'il y a, selon les études, 35 à 60% des personnes âgées qui perdent de l'autonomie pour les actes de la vie quotidienne à l'hôpital. Donc, il y a vraiment, ils descendent une marche en termes d'autonomie et c'est vraiment un problème. Donc, dépendance et dénutrition chez la personne âgée, c'est très associé. Alors, il faut faire l'activité physique adaptée dans la prévention de la dénutrition et dans la prévention de l'autonomie, de la perte d'autonomie. Donc, je vous ai expliqué, il y a un peu un cercle vicieux entre dénutrition et perte d'autonomie. Plus on est dénutri, plus on perd de muscles, moins on est mobile et plus on tombe. Plus on a d'infections, plus on a d'hospitalisation et tout ça fait qu'on perd de l'autonomie. Et quand on perd de l'autonomie, on devient sédentaire, on a moins d'appétit, on a aussi moins de choix dans son alimentation et on aggrave sa dénutrition. Et sur la droite, vous voyez une étude qui a montré que si on fait un programme d'activité physique adapté chez des personnes âgées qui vivent à domicile, et donc là, c'est des programmes qui associent déjà des conseils pour marcher au moins 150 minutes par semaine, plus du renforcement musculaire, plus de l'assouplissement. En général, il y a aussi des travaux d'équilibre. 2 séances par semaine en centre et 3 à 4 fois par semaine à domicile. Donc, vous voyez, c'est un programme assez intense. Quand on regarde l'incapacité à marcher 400 mètres en 15 minutes sans s'asseoir et sans aide, eh bien, les personnes qui deviennent incapables, entre guillemets, à faire ça, sont beaucoup plus souvent dans le groupe contrôle que dans le groupe activité physique. Bon, alors ça n'empêche pas, l'activité physique, ça n'empêche pas tout le monde de perdre de l'autonomie dans la marche, mais c'est mieux si on fait de l'activité physique que si on n'en fait pas. Prochaine diapo. Alors, si vraiment on se pose la question de mieux dépister, de mieux traiter la dénutrition, ben, c'est parce que la prise en charge, elle est efficace. Si on n'avait aucun traitement pour la dénutrition, ce ne serait pas tellement la peine d'aller la dépister. Là, on sait que si on prend en charge correctement des personnes jeunes ou moins jeunes sur le plan nutritionnel, on a des résultats sur le poids. Déjà, donc, on a une efficacité nutritionnelle. Et en particulier chez les personnes âgées, il a été montré une diminution des complications, c'est-à-dire les événements médicaux et chirurgicaux. Et on sait que les personnes âgées qui sont à domicile, dénutries et qu'on les prend en charge, ben, elles vont être moins souvent hospitalisées que celles qu'on ne prend pas en charge. Et quand elles sont à l'hôpital, elles vont être moins souvent réadmises à l'hôpital dans le mois, 2 mois ou 3 mois suivants que ceux qui ont été, que les contrôles. Du coup, les objectifs, on les connaît. En termes de protéines, il faut au total dans la journée 30 à 40 calories kilo-jour et 1,2 à 1,5 g de protéines kilo-jour. Et donc, c'est aux diététiciens vraiment de nous aider à traduire ça en combien est-ce qu'il faut manger de viande, œufs, poissons, laitage et tout ça. Et on sait aussi que si on prescrit des compléments nutritionnels oraux, il faut atteindre par ces compléments nutritionnels oraux au moins 400 calories et 30 grammes de protéines par jour, en plus des repas. À toi, Jeanne. Oui, bonjour à tous. Merci Agathe pour la présentation. Donc, je suis Jeanne Béranguer, je suis la coordinatrice de la Semaine nationale de la dénutrition 2024, puisque là c'est encore 2023 d'ailleurs. Et je vais vous montrer un petit peu bah, voilà, quel est le processus pour s'inscrire, qui peut participer à la semaine, nos nouveaux outils et voilà, plutôt la logistique de la semaine. Alors du coup, la Semaine nationale de la dénutrition, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une semaine qui a été mandatée par le ministère de la Santé et qui a confié l'organisation de cette semaine au collectif. Et donc c'est une semaine d'action qui se déroule dans toute la France avec différents acteurs. Il peut y avoir de l'associatif, du médico-social et du sanitaire, et même des entreprises. Et l'idée, évidemment, c'est de lutter contre la dénutrition en faisant de la sensibilisation, du dépistage et en parlant du traitement. Donc cette année, en 2024, la semaine, elle se passe du 12 au 19 novembre. Donc évidemment, comme les années précédentes, c'est dans toute la France, métropolitaine et en Outre-mer. Et le formulaire d'inscription à la semaine est sorti lundi dernier et est accessible directement sur le site du collectif. Donc on s'adresse à qui lorsqu'on organise la Semaine nationale de la dénutrition? La Semaine nationale de la dénutrition en 2023, c'était plus de 3000 participants.
de différents secteurs, comme vous pouvez le voir sur la slide, que ce soit des entreprises, des associations, des professionnels de santé, des établissements médico-sociaux et de santé, des établissements d'hébergement type EHPAD. Tout le monde, tous ceux qui se sentent concernés par la dénutrition peuvent participer à la semaine. Il n'y a aucune limite en termes d'acteurs. Quelles actions vous pouvez mettre en place? Vous pouvez faire une action sur du dépistage, un atelier culinaire, de la formation aussi auprès de vos collègues, de la sensibilisation avec un stand, de la communication avec une newsletter ou des posts sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi mettre en place un atelier d'activité physique adaptée. Donc pareil, les actions que vous proposez, ce sont vos actions. C'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre en place. Il n'y a aucune limite, encore une fois, en termes de forme, d'envergure, d'ambition. Notre seule limite sur les actions, c'est que ça ne doit pas. Vous ne pouvez pas en fait faire vendre un produit ou que ce soit à but promotionnel. Puisque, en effet, lorsque vous allez proposer des actions sur le formulaire d'inscription, vous allez ensuite recevoir le logo de la Semaine nationale de la dénutrition que vous voyez en haut de la slide, qui est un logo ministériel et qui vous permet du coup après de figurer dans le bilan que nous, on remet à nos tutelles, donc notamment la Direction générale de la santé et la Direction générale de la cohésion sociale. Donc pourquoi s'engager dans la semaine? Tout simplement parce que la dénutrition, Agathe vous en a fait la définition et la description, c'est une maladie qui touche plus de 2 millions de personnes en France. Donc, c'est une maladie qui est importante et qu'il est important de dépister et surtout voilà, de faire connaître au grand public. Parce que lorsque vous participez à la semaine, vous vous mobilisez aux côtés d'un réseau de plus de 3000 acteurs et ça permet aussi de créer des liens, de créer une synergie particulière et un dynamisme pour voilà, aussi vous participer à on va dire, à l'augmentation de la connaissance sur la dénutrition. Vous allez aussi pouvoir, lors de la semaine, vous former sur un sujet qui peut toucher toutes les tranches d'âge de la population. Donc, ça va vous permettre de découvrir de nouveaux outils, de découvrir voilà, l'impact de la dénutrition dans la vie d'un malade, d'un patient ou même d'un de vos proches. Vous allez aussi, donc, lorsque vous vous engagez lors de la semaine, participer à la prise de conscience générale des enjeux de la dénutrition. Donc, ça veut dire que vous serez aussi acteur et vous aussi, vous êtes, voilà, ce que vous faites, c'est utile et vous allez participer à cette prise de conscience générale en sensibilisant vous-même et les autres. En 2024, le collectif va vous proposer différentes opérations nationales auxquelles vous pouvez participer. Donc, évidemment, vous pouvez construire votre action personnelle qui est liée à votre structure ou votre profession. Il n'y a aucun souci et ça, c'est toujours autant accepté et valorisé. Et nous, on vous propose aussi de rejoindre des opérations voilà, que le collectif organise au niveau national. Donc, il y a l'opération Cuisine ouverte qu'on a déjà effectuée en 2023. On va proposer aux chefs cuisine dans les établissements médico-sociaux et sanitaires de participer à un concours de cuisine en ligne sur la base de 2 recettes signatures. Et ensuite, voilà, il y aura 6 prix délivrés en tout, dont 3 prix salés et 3 prix sucrés. On va aussi également vous proposer de participer aux Olympiades près de chez vous, qui est un projet co-organisé avec Ciel Bleu. On va vous proposer, mettre à votre disposition un atelier type d'activité physique adaptée que vous pouvez reproduire avec vos patients, vos bénéficiaires, voilà, les résidents, enfin, le public que vous souhaitez. Et pareil, vous pouvez nous faire des remontées avec des photos, des vidéos et notamment il y aura un moment où on vous proposera de faire cet atelier de physique, d'atelier d'APA, sur un temps donné, sûrement le mardi 12 novembre, et vous allez pouvoir vous connecter en visioconférence et vous serez reprojeté dans une salle à Paris où se tiendra une conférence de presse sur le sujet, et notamment pour mettre en avant une des propositions phares du collectif et d'autres associations, qui est le remboursement de l'APA. Et enfin, on a aussi un peu remis au goût du jour une des actions historiques du collectif, qui est Mon poids, un indicateur de taille et qui a pour principal objectif de se dire que pendant cette semaine de la dénutrition, on pèse tout le monde. Qu'il faut vraiment se sensibiliser à la pesée, qui est en effet une des variables les plus importantes pour lutter contre la dénutrition. Et donc, c'est une opération aussi qu'on vous propose de rejoindre cette année. Donc voilà, je vous fais un petit focus sur l'opération Cuisine ouverte parce que c'est celle qui est la plus avancée. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 6 prix, 2 concours différents. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, les chefs cuisiniers nous envoient les photos avec le hashtag Cuisine ouverte 2024. Et nous, après, voilà, il y aura un jury qui est en train d'être construit. Et vous pouvez recevoir voilà, différents prix et surtout être valorisé et mettre en avant votre engagement dans le cadre de la lutte contre la dénutrition. Sur les nouveaux outils 2024 et l'identité de la semaine.
Donc, comme tous les ans, vous allez pouvoir recevoir gratuitement votre kit de communication. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous inscrivez, pour ceux qui ne connaissent pas, à la Semaine nationale de la dénutrition sur le formulaire de labellisation, vous recevez certes le logo de la semaine que vous pouvez utiliser sur votre communication par rapport à votre projet, mais vous pouvez aussi commander gratuitement un kit de communication qui comprend différents outils, notamment flyers, affiches et kakémono, qui vont être envoyés gratuitement à l'adresse de votre choix. Donc, sur les affiches, on a voilà, une affiche avec sur la dénutrition avec les messages essentiels et les dates de la semaine. Depuis l'année dernière, on a décliné nos flyers en 3 catégories. On a le flyer grand public, le flyer soignant, le flyer aidant et aide à domicile. Cette année, vous allez donc pouvoir, comparé à l'année dernière, un peu plus moduler ce que vous souhaitez avoir dans vos kits de communication. On va vous proposer tout le temps le kit généraliste de base et après, vous allez pouvoir ajouter des flyers soignants et des flyers aidants et à domicile en fonction du public que vous ciblez pour votre action. Donc ça, c'est un peu voilà, une mise en situation avec, là, c'est le flyer grand public, donc on retrouve les mêmes messages qu'on avait l'année dernière et les années auparavant, avec à chaque fois les QR codes qui relaient au site voilà, sur la nutrition, au site du collectif et les données chiffrées. Là, c'est le flyer aidant et à domicile qu'on a construit avec des associations d'aidants, où là, on a vraiment un focus sur le dépistage à domicile. Quels sont les signes qu'on doit repérer? Quels sont les éléments auxquels on doit faire attention pour prévenir la dénutrition à domicile? Encore une fois, vous retrouvez les QR codes qui renvoient à la compagnie des aidants et aux outils de Ma Boussole Aidant sur le verso du flyer. Et enfin, on a le flyer soignant qui, lui, a été co-construit avec la CPTS du 17e arrondissement de Paris et qui vous propose un discours plus technique sur la dénutrition, avec notamment une partie sur le diagnostic et le traitement de la dénutrition, la réponse que doit apporter les professionnels de santé à cette maladie. Encore une fois, vous retrouvez les recommandations HS et SFNCM au verso. On a également encore présent cette année le flyer Facile à lire et à comprendre, qui est une traduction du flyer généraliste avec des pictogrammes pour pouvoir aussi voilà, sensibiliser et parler avec un public en situation de handicap, ou même pour des personnes âgées qui sont potentiellement malvoyantes ou qui n'arrivent plus très bien forcément à lire des flyers écrits en petit. Donc voilà, c'est un flyer qui fait 8 pages et qui a été assez apprécié l'année dernière. Et on retrouve également cette année dans les kits de communication le flyer Paradé qui a été donc développé par la présidente du collectif Agathe Reynaud-Simon, qui est un outil d'autodiagnostic qui peut soit être auto-administré, soit administré par un professionnel de santé, qui en quelques questions permet de poser on va dire, de poser la situation, de mettre le contexte s'il y a un potentiel risque de dénutrition ou pas, et de donner les principales recommandations en cas de dénutrition et notamment d'aller voir un médecin. Le kakémono cette année, donc c'était des remarques qu'on avait les années précédentes où il y avait les dates de la semaine à chaque fois et du coup il n'était pas réutilisable. Donc cette année, c'est le même kakémono que l'année dernière qui est aussi sur le modèle de l'affiche, sauf qu'on a enlevé les dates de la semaine. Donc c'est-à-dire que vous pourrez le réutiliser tout au long de l'année, mais également lors des prochaines éditions. Là, en 2023, on a aussi développé des nouveaux outils qui sont les guides d'action. Donc, les guides d'action, c'est des guides d'action qui sont thématiques et sectoriels, à chaque fois développés avec des partenaires qui sont experts du secteur qu'on a souhaité adresser. Donc, on a 5 guides d'action pour l'instant qui ont été développés et qui sont disponibles gratuitement sur le site du collectif. Un guide d'action sur les EHPAD, sur les personnes en situation de handicap, sur l'hôpital, sur les résidences autonomie et sur le domicile. Et au sein de ces guides d'action, vous allez pouvoir trouver des idées de projets à mettre en place lors de la semaine, mais également les gestes à adopter au quotidien pour lutter contre la dénutrition en fonction de votre environnement professionnel et du public que vous souhaitez toucher. On a également développé en 2023 l'Académie de la lutte contre la dénutrition, qui est une plateforme de ressources accessible sur le site du collectif, où vous allez pouvoir trouver différentes voilà, ressources sur la dénutrition, que ce soit des podcasts, des webinaires, des fiches techniques, des fiches recettes,
des présentations pour faire de la formation. Vous avez un moteur de recherche qui permet de vous identifier selon votre profession, selon le public que vous cherchez, que vous adressez, selon les thématiques qui vous intéressent. Et vous allez retrouver donc des ressources qui ont été validées par le collectif et du coup qui sont fiables, que vous pouvez utiliser évidemment gratuitement et lors de vos actions ou au quotidien pour lutter contre la dénutrition. Donc là, c'est évidemment pour recevoir aussi et suivre l'actualité du collectif. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Donc, on est sur Facebook. On sait Twitter, maintenant c'est X, mais bon, vous avez compris le principe, je pense. Twitter, Facebook et LinkedIn. Et également, on a une newsletter qui est assez régulière sur tous nos nouveaux projets. Sachant que cette année, sur les guides d'action, on va en développer 3 autres. On va développer un guide d'action à destination des aidants, un guide d'action à destination des professionnels de la restauration collective et également un guide d'action pour les professionnels et les patients atteints de cancer. Voilà, et tout ça, vous aurez les informations sur les nouveaux outils, mais également sur les différentes opérations via nos réseaux sociaux et notre newsletter. Et voilà pour notre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, Agathe. Euh, comme Agathe, nous aussi, on est toujours ravis de pouvoir collaborer avec le collectif de lutte contre la dénutrition. Alors, je vais dire un mot assez rapide sur les actions du CAPS, mais je vais surtout laisser la parole à mes collègues qui vont pouvoir présenter leurs actions. Alors, Silène, tu as le même problème que tout à l'heure là, en termes d'affichage. Si je fais comme ça. Oui, tout à fait. Bon, je ne présente pas le CAPS, on est une structure régionale d'appui et du coup, on a un axe sur l'alimentation, nutrition et en particulier la dénutrition. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est en lien avec le collectif de lutte contre la dénutrition. Nous, alors déjà, un objectif quand même pour 2024, qu'on soit un peu plus, comment dire, la région en tête du nombre d'actions labellisées sur le collectif. Alors, je ne vais pas m'engager à faire un truc bizarre si jamais c'était le cas, mais bon, parce que je crois que les Pays de la Loire sont quand même devant nous et voilà, ça, c'est quand même un problème. Non, on a beaucoup nos collègues des Pays de la Loire et de la SRAE en nutrition. Donc, en tout cas, par le collectif de lutte contre la dénutrition. Nous, tous les ans, on a effectivement un guide également sur les actions bretonnes. On est vraiment là en train de le finaliser. Donc, ça reprend la totalité des actions qui ont... Alors, moi, j'ai des trucs vraiment très bizarres, Sylvain, sur mon écran. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais c'est bon. Du coup, la totalité des actions bretonnes qui ont été labellisées... en tout cas pour tous ceux qui ont accepté ensuite de partager avec nous. Donc en général, on partage le détail de l'action et quand les professionnels ont été d'accord, les outils. Donc vous pouvez voilà, les réutiliser. En général, on fait aussi... je passe la slide. S'il te plaît, Silène. Alors, une enquête de prévalence, je te laisse, Silène, parce que c'est quand même plus toi qui t'occupes de ça. Oui, du coup, on va remettre en place une enquête de prévalence sur la dénutrition comme on l'avait fait l'année dernière, parce que ça avait bien marché et du coup, on va continuer de la proposer. Donc, l'objectif, en fait, c'est que les établissements, sur une journée identifiée lors de la semaine de la dénutrition, ils comptabilisent en fait le nombre de personnes dénutries dans un service. Alors après, c'est à chaque établissement qui choisit, mais nous, on préconise de se centrer sur un ou quelques services, mais pas forcément d'aller sur tout l'établissement si vous êtes un gros établissement. Du coup, enfin, je vais peut-être commencer par ça. Ça concerne du coup les établissements sanitaires et médico-sociaux, donc bretons, qui sont adhérents au CAPS et qui accueillent des personnes adultes de 18 ans et plus. Et du coup, on a un certain nombre de questions, mais qui sont assez succincts pour savoir du coup si les personnes sont dénutries et si elles sont dénutries, sous quels critères.
Et voilà, au niveau régional, du coup, l'objectif, c'est d'avoir des éléments sur la prévalence de la dénutrition en Bretagne. Et au niveau des établissements, bah, déjà, c'est un bel outil pour sensibiliser les professionnels. C'est ce qui a été beaucoup remonté l'année dernière par les établissements qui avaient participé. Et aussi, ça permet d'identifier, du coup, à un instant donné, le nombre de patients ou résidents dénutris dans un périmètre que vous avez sélectionné. Donc voilà, propose cette enquête cette année. Et juste du coup, Agathe, pour faire le lien avec les chiffres que tu présentais tout à l'heure, alors là, nous, ce qui s'est passé en termes de résultats, c'est plutôt que en termes de prévalence en EHPAD, parce qu'on a différencié EHPAD sanitaire, etc., on est en dessous des 30-35%, mais parce qu'on voit qu'il y a très peu de diagnostics sur le critère de la sarcopénie. Du fait peut-être de quelques difficultés et incompréhensions, on a surtout des diagnostics sur le poids et l'indice de masse corporelle. Mm. Donc voilà, bon, on proposera probablement des webinaires, mais pour être franche avec vous, on n'a pas on n'a C'est pas pas encore prêt. le programme. On espère faire des choses à destination peut-être des usagers, des représentants des usagers. Enfin, c'est un peu notre leitmotiv maintenant sur la Bretagne au niveau du CAP, c'est d'essayer d'embarquer un peu aussi le grand public et les représentants des usagers. Pour ça, on travaille beaucoup avec France Asso Santé. Donc, on est en train d'imaginer ce qu'on va faire. Peut-être probablement quelque chose qui serait pas un webinaire. C'est vrai qu'on est en cours de finalisation d'un jeu géant sur la dénutrition, enfin, un très grand plateau de jeu, des questions, des géants, des pions. Et on se dit qu'on va peut-être essayer d'utiliser ça comme levier de sensibilisation auprès du grand public pendant cette semaine-là. Mais on réfléchit. Et puis, on a notre journée régionale. Alors, elle sera un peu après la semaine de la dénutrition, mais bon, pour nous, elle s'intègre dedans, d'autant qu'on a invité cette année Isabelle Prêcheur, qui est chirurgien dentiste et qui est donc membre du conseil d'administration du collectif de lutte contre la dénutrition sur les questions bucco-dentaires. Donc, voilà, le 28 novembre, du coup, à Saint-Malo. Justement, l'idée là, c'est de parler un peu de tout ce qui se passe dans, mais aussi autour de l'assiette. Donc, on va parler déglutition, activité physique adaptée, avec probablement nous aussi un temps d'activité physique avec le ciel bleu, puisque on est en contact avec eux. Et puis, la présentation dans l'assiette, ça fait le lien avec ce qui a été présenté aussi au niveau du collectif. Et évidemment, on s'associera dans la mesure du possible pour promouvoir les actions que vous avez présentées et sûrement participer à ce temps d'activité physique du 12 novembre. Vous pouvez compter sur nous. Voilà, le CAP, ce sera présent. Donc voilà pour ce qu'on a en tête déjà voilà, pour cette année. Je propose qu'on passe la parole d'abord à ceux qui sont à distance, donc Camille et puis Thibaut s'il est toujours là, s'il souhaite se connecter. Enfin, voilà. On vous laisse vous présenter, partager votre écran et puis nous partager votre expérience sur l'année dernière. Ouais, c'est très bien, parfait. Du coup, Camille Chienne, je suis diététicienne en libéral et coordinatrice de la maison de santé de Pluneret. Et je suis avec mon collègue Thibaut Le Glouani, qui est infirmier azalé dans la maison de santé. Alors, juste, c'est plus une raide parce que là. Ah oui, pardon. Oui, bah oui, oui. À côté d'Auray, dans le Morbihan. Ok, merci. Auray, en général, c'est plus. Oui, tout le monde ne connaît pas Pluneret, c'est quand même bizarre. Donc nous, la maison de santé, elle existe que depuis septembre. Donc pour l'action de novembre l'année dernière, on a fait quelque chose, enfin à une petite échelle. Mais donc on a décidé d'aller rencontrer les résidents du domicile partagé qui est sur la commune, qui est géré par le CCAS. Et du coup, on a construit un atelier pour les résidents. Je ne sais pas si Thibaut, tu veux intervenir ou si je me débrouille. Je peux te laisser présenter si tu veux et je rajouterai Ok, des petites ça marche. choses. Donc du coup, on a accès, enfin l'atelier, on l'a construit en 3 temps. On a utilisé justement la grille d'évaluation dont vous parliez tout à l'heure par AD pour que les résidents puissent un peu s'auto-évaluer sur leur risque, enfin est-ce qu'ils sont à risque d'être en dénutrition ou pas.
Bon, après, c'est un public un peu particulier parce que enfin, il y a une cuisine sur place et comme ils sont peu nombreux, ils sont quand même assez surveillés. Et le risque, c'était plus qu'ils prennent du poids parce qu'ils mangeaient plus que quand ils étaient tout seuls, que quand ils étaient dans le foyer. Mais voilà, c'était faire le point un peu avec eux sur la dénutrition. Et après, en fait, nous, on a créé un outil, on a créé des cartes pour discuter avec eux sur, selon eux, quelles sont les causes de la dénutrition. Sur un des côtés des cartes, pour vous montrer, donc ça, c'était parade. Sur un des côtés des cartes, ils avaient juste des images et du coup, ils essayaient de deviner un peu à quoi ça correspondait. Et après, de l'autre côté, il y avait à quoi correspondait la carte. Du coup, on avait dégagé 9 causes, je crois, de dénutrition. Et ensuite, on avait des cartes solutions, parce que c'est bien de savoir pourquoi on peut être dénutri, mais d'avoir ensuite des solutions, avec un code couleur. Et en fait, chaque couleur correspondait à une carte cause. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Thibaut. Non, on avait pensé animer l'atelier en fait de façon un peu sur les techniques de l'éducation thérapeutique, donc avec des outils plutôt simples, compréhensibles par tout le monde, sans forcément donner directement les réponses, mais en mettant les images pour favoriser la discussion. Et on a eu quand même un bon, de la bonne participation. Il y avait, je ne sais plus combien de personnes, on était au moins 6 patients, 4 Bah, il y patients. avait Ouais. quatre résidents, mais il y avait aussi l'accompagnant qui était très intéressé et qui n'avait pas de Ah. connaissances sur la nutrition, et une élue locale en plus de la directrice du CCAS. Et ça a été, je pense, à mon avis, le point fort aussi de l'atelier, c'est que au-delà des patients qu'on avait dans l'atelier, en fait, ça a touché, je pense que ça a autant intéressé l'équipe en fait autour des personnes et l'élu que les patients, et du coup, ça a participé à sensibiliser quoi, l'ensemble de l'équipe. Ouais, et du coup, par exemple, pour vous donner les idées de code couleur, parce que là, c'est bon, nous, on sait comment on a construit l'outil, donc on voit à peu près. Mais donc là, par exemple, la couleur orangée, c'était diminution de l'appétit, et la couleur rouge, c'était diminution des portions alimentaires. Donc là, ils pouvaient aller vers des aliments plaisir ou enrichir pardon, l'alimentation pour avoir une solution euh, pour lutter contre la dénutrition. Voilà. Du coup, nous, on s'est monté en maison de santé, donc physique et juridique. Et là, un de nos axes dans le projet de santé, c'est de monter un parcours d'accueil de la personne âgée pour prévenir la perte d'autonomie, favoriser le maintien à domicile et diminuer pardon, les hospitalisations non programmées. Donc, ça fait partie d'actions que de toute façon, on va être amené à réitérer avec en plus infirmiers, ergothérapeutes, kinés, ostéo. Enfin voilà, on a une grosse équipe qui va pouvoir faire des actions un peu plus élaborées et toucher, on l'espère, un peu plus de monde que les 4 résidents de la Maison du Rhône. Sachant que l'année dernière, on avait aussi, autour de l'action, on avait essayé de communiquer. Donc, je pense que, mine de rien, sur la semaine de la dénutrition, l'ensemble de la mairie a été informé. Il y avait des affiches dans la maison de santé. On avait aussi proposé une petite solution ludique, en fait, un QR code dans les salles d'attente de la maison de santé qui reprend un peu le principe de parader. Et du coup, je pense qu'on a quand même, au-delà de l'action, en fait, on a touché beaucoup plus de personnes, sachant qu'on en a aussi parlé en équipe et que ça a participé aussi à sensibiliser l'ensemble des professionnels de santé dans la maison, quoi, la maison de santé. Donc, je pense que au-delà de l'atelier, ça a eu un impact quand même beaucoup plus large, quoi, qu'on espère reproduire et puis augmenter cette année. Super. Franchement, c'est vrai que quand on a vu votre action, on l'a trouvée vraiment très intéressante et innovante. Et en plus, on est nous aussi très intéressés du lien avec la ville parce qu'on sait que les établissements, c'est une chose, mais ce que on disait tout à l'heure, enfin, comment aussi sensibiliser les professionnels de ville, les professionnels libéraux. Donc, c'est vrai que ça répondait quand même beaucoup à ça. Et puis, les cartes, ça donne envie de Ouais, jouer. oui. Et du coup, juste pour vous montrer, une fois qu'elles sont, enfin, je sais pas trop si on voit, mais donc on a fait des formats assez grands. Et Ouais. juste, il y a une image, et puis voilà, il fallait qu'ils disent un peu à quoi ça leur fait penser. Et on a fait du gros format et plastifié, donc comme ça, on peut les réutiliser. Maintenant qu'elles sont faites, on les a à dispo pour plus tard, quoi. Moi, je trouve que cet outil, il est super intéressant et c'est vrai que c'est vraiment une excellente idée. Ce que je voulais vous proposer, c'est éventuellement de partager cet outil en le mettant sur le site du collectif dans notre rubrique
Académie de la dénutrition où on donne différents outils, soit de formation, soit de, voilà, des outils. Et en fait, du coup, ce serait bien sûr à votre nom et dans la rubrique d'où ça vient, le Cap-Bretagne, qui l'a fait, etc. Mais ça permet aux gens éventuellement de le télécharger et de le Mm. réutiliser si, s'ils en ont envie. Ben, ça, c'est à vous de réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, mais en général, quand on trouve des trucs très chouettes, c'est bien de diffuser pour faire gagner du temps aux autres. Mais Bah, vous êtes libre. tu m'en rediras, Camille, si tu veux, et je ferai l'interface sans problème. Et nous, Agathe, je disais qu'on est en train de développer un jeu. Franchement, quand il sera finalisé, on le mettra à disposition aussi. On n'a pas de D'accord. l'objectif c'est qu'il puisse Est-ce être. que, est-ce que vous avez vu sur les outils de du site aussi qu'il y a le jeu de dénutrition? Donc Je, là je- aussi, je ne sais pas si Ça vous m'a avez bien vu. inspiré. Ah bah très bien. Ouais, ouais, Eh ouais. ben, parfait. Nous, le jeu de dénutrition, on l'utilise pas mal à la PHP. On l'avait mis sur le site déjà, je pense, l'année dernière. Oui. Et en fait, c'est assez facile à utiliser. Dans la version initiale, c'était surtout pour les professionnels de santé à l'hôpital. Et l'idée, c'était de jeter le dé un peu dans le couloir de l'hôpital et puis de tirer des cartes et tout ça pour un peu contrôle de connaissances, mais pas que. Aussi les challenges pour la force musculaire, des choses comme ça. Et après, pendant l'année, là, les diététiciens l'ont décliné pour des aidants, parce qu'on a eu un diététicien qui est allé dans un café des aidants pour le grand public. Enfin, il y a eu différentes déclinaisons. Mais très bien si c'est le vôtre. Là aussi, en fait, on partage. C'est comme le dénutrition, il est partagé. Et puis, Ah oui, bah super, parce que effectivement, nous, enfin moi quand je l'avais regardé, enfin nous finalement on l'a décliné aussi finalement pour les aidants et plutôt pour les résidents parce que enfin, les questions qui étaient proposées dans le jeu là sont très intéressantes, mais plutôt pour les professionnels. Mais je serais intéressée, du coup, les questions seront aussi partagées, celles qui ont été faites pour les aidants et on pourra aussi y accéder dans l'académie de la dénutrition ou en pas. fait, oui, oui, on Ah, va les mettre dans l'Académie de la dénutrition. On peut le mettre sous la catégorie et puis l'assigner de la PHP pour les nôtres. Et puis vous avez Cap de comme ça les gens ils peuvent voir ce qui leur convient le mieux, s'adapter, etc. Et à mm. partir du moment où on est déjà, je veux dire, personne n'a beaucoup de temps à tout ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas très équipés ni qui ont beaucoup de temps, ça permet quand même de faire des petites actions sympathiques. Non, non, bah super, parce que on était un peu à court parfois de questions, donc je serais contente de comparer avec celles qui ont été faites sur la mise à jour pour les aidants, voir si ça peut nous inspirer à un peu d'autres questions. Eh ben, je me le note pour vous les envoyer. Super, merci beaucoup. Bah, du coup, je laisse la parole à Manon qui est avec nous. Bonjour à tous et toutes. Je me présente, je m'appelle Manon Gouillet. Je suis diététicienne au sein de la direction des moyens et des achats, service restauration durable pour la ville de Rennes et donc prestataire pour le CCAS de la ville de Rennes. J'interviens sur 6 EHPAD et une maison de l'autonomie, donc ça fait un peu de monde. On, on a toujours été, je dis on parce que c'est moi et les équipes avec qui je travaille, hein. Euh, on a toujours été très moteur dans la semaine de la dénutrition, dès 2021, il me semble. Alors 2021, c'était l'année un peu test où on pouvait voir un peu ce qu'on pouvait faire. Et finalement, quand on s'est aperçu qu'on avait une liberté sur les ateliers, bah, du coup, ça nous a aussi inspiré. Alors, je vais pas vous mentir, nous, on est sur le jeu et sur la dégustation. Et c'est aussi ce qui motive les résidents. À travers les ateliers, en fait, je vais différencier en 2 parties. Il y a les ateliers que je porte moi à destination des résidents. Et puis, il y a des ateliers que portent les équipes de chaque EHPAD et plutôt à destination des soignants et ou résidents et ou familles. Moi, sur ces ateliers-là, je reste ressource, mais c'est vraiment porté par mes collègues. Donc voilà. Sur ces ateliers portés par mes collègues, cette année, on a eu des ateliers où le personnel soignant était invité à se mettre à la place des résidents avec différentes gènes, différents
handicap aussi, parfois des personnes qu'on invitait à se mettre dans des fauteuils roulants, avec des lunettes où la vision était brouillée, des casques où on n'entendait pas ou peu, des poids sur les membres avant et aussi sur les membres inférieurs. Euh, et ça, cette mise en scène, c'était à table. Donc, qu'est-ce que ressent le résident à table? Et du coup, bah, ça fait le lien aussi avec la thématique du CAPS de cette année. Parce que là, c'était vraiment autour du repas et pendant le repas. Et donc, on avait des soignants qui faisaient exprès de mal faire leur travail. Donc, en tapant dans les fauteuils, en faisant beaucoup de bruit, en ne faisant pas attention aux résidents. Enfin, beaucoup de choses, en fait, qui sont très désagréables et qui, en plus, en fait, quand on se met vraiment à la place du résident, et ben, en fait, on s'aperçoit que bah, on n'a pas envie de manger, quoi. Donc ça, c'est vraiment une action forte à destination des soignants. Aussi, sur ces ateliers-là, on a fait des ateliers Burger Quiz. Donc, je ne sais pas si tout le monde a la ref de cette émission de télé, mais voilà, c'est un quiz plutôt sur le ton de l'humour. Et ça, c'était à destination des familles et des résidents, avec des petits lots à gagner qu'on avait mis, enfin, je sais plus ce qu'on avait acheté, mais il me semble que c'était des chocolats ou des choses comme ça. Donc ça, c'est porté par les équipes. Moi, cette année, j'ai porté en fait des quiz que j'ai appelés dynamiques sur les idées reçues. Parce que en fait, en EHPAD, bah, si les protéines sont les briques de vraiment du corps, moi, j'ai l'impression que mon rôle en tant que diététicienne, c'est de déconstruire parfois toutes les idées reçues et des résidents et des familles. Et sur ces questionnaires-là, c'est vrai que les idées reçues, il y en a beaucoup. Euh, sur la dénutrition, mais pas que. Du coup, j'avais fait un quiz plutôt générique. Enfin, tous mes outils sont à disposition. Enfin, je les mets tout le temps à disposition, évidemment. Et le quiz a plutôt bien marché et je le terminais par une dégustation de collation enrichie en protéines végétales, mais pas que. En tout cas, c'était sur les légumineuses parce qu'on a eu la chance d'avoir des belles recettes sucrées à base de légumineuses qui étaient un peu originales. Et bien sûr, il y avait de l'œuf, il y avait le gras de la crème, le gras du beurre, etc. Mais les résidents étaient un peu curieux de ces recettes-là. Et du coup, ça a bien marché. Et enfin, on a fait aussi un atelier intergénérationnel. Donc, on a invité en fait des enfants de centres aérés à venir partager un temps, un après-midi avec des personnes âgées pour échanger des recettes. Donc, on avait demandé aux résidents de préparer des recettes qu'ils voulaient transmettre et aux enfants des recettes qu'ils voulaient transmettre pour bah, remettre du lien, remettre le lien aussi dans... On n'a pas beaucoup d'ateliers cuisine hein, finalement dans les EHPAD parce que c'est compliqué à mettre en place. Et cette semaine, elle a été bah, aussi l'occasion de le faire sur cet atelier intergénérationnel qui est porté à la fois par bah, le CSAS et aussi par le PAD de la ville de Rennes. Voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. C'est C'est déjà hyper de mettre. beaucoup, c'est déjà beaucoup, oui. C'est intéressant votre idée du costume de vieillissement à table. Mm. Ça peut être aussi très ludique. Il y a des gens nous, on utilise pas mal le costume du vieillissement, mais pour une sensibilisation beaucoup plus globale, en effet, pour les professionnels de santé surtout. Mais le côté de le faire à table, vraiment une bonne idée, je trouve. Et peut-être que ça, c'est aussi, il y a quand même pas mal de structures de gériatrie qui ont des costumes de vieillissement. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait à d'autres endroits. Alors, c'est peut-être un peu dans les gros hôpitaux, dans les grosses structures de gériatrie, dans les gérontopoles qu'on a ces outils-là. Mais c'est quelque chose qui est facilement diffusable, je pense. Après, il faut avoir l'outil, quoi. Mm, Mm. mm. Oui, Ouais, ok, super. c'est un peu fait maison. Ouais, Voilà, on a fait un peu maison, mais ça s'est enrichi avec les années aussi, ouais, le matériel et comment on pouvait mettre ça en place. Hein. ouais. Et puis, sur les idées reçues, un de nos questionnaires, à un moment, avait un peu une espèce de point. On a un peu fait le focus sur des idées reçues. Bon, on a enlevé après pour alléger les flyers. Mais ça, c'est utile, mais c'est très difficile à changer des idées reçues, je trouve.
C'est comme quand on attrape un rhume parce qu'on a eu un courant d'air. Je veux dire, ce qui n'existe pas, je dis ça vraiment à tout le public. Il faut vraiment qu'il y ait un virus pour être enrhumé. Bah, en fait, j'ai l'impression que il y a des messages très gros comme ça qui passent pas, quoi. Bon, mais c'est intéressant quand même de commencer tous ensemble à lutter contre des idées reçues. C'est vrai que c'est pas facile. Je partage juste une des recettes. Enfin, maintenant, je me permets, hein, comme je suis un peu déçue, elle est venue les mains vides. Elle n'a pas emmené de dégustation, mais il y avait un fondant au pois chiche et au citron, en tout cas, Ça a l'air super, ça. Voilà. Donc c'est pareil, ils seront nous dans notre guide. Donc c'est vrai que Manon a toujours la gentillesse de tous partager avec nous. Et je crois qu'il y en a une autre après, qui est le gâteau aux noisettes et fruits secs avec des lentilles corail. Et du coup, on les a déclinés aussi en texture, puisque du coup, le but, c'était que tous et toutes puissent avoir accès à la dégustation. Donc là, ça a été un vrai travail avec les cuisiniers de trouver la bonne texture. Enfin, ça, c'était la partie la plus presque difficile dans les recettes, parce qu'enrichir, finalement, c'est pas très compliqué. Mais quand c'est décliné en texture, alors là, c'est plus compliqué. C'est ça, le lemon curd. Ouais, c'est ça. On a c'est fait une base l'équivalent. lemon curd et du coup, on après, a j'ai fait vu la Berry vanille. à la noisette et la mascarpone, effectivement. C'est ça. Ça va être l'équivalent. Donc, ouais. Et ça, c'était à base de haricots blancs et vraiment, celle-ci, elle a. Enfin, les deux ont plu, mais je crois que la noisette a très plu, ouais. Ça avait l'air. C'est toujours bon, la noisette. Donc voilà pour ces partages. Je ne sais pas si dans les participants, quelqu'un, voilà, vous pouviez poser vos questions dans la discussion, mais aussi éventuellement prendre la parole si quelqu'un a des questions ou veut partager quelque chose qu'il a fait avant qu'on conclue. En tout cas, je pense que le mot de la fin, c'est vraiment penser à labelliser votre action, vos actions même, pour la semaine de la dénutrition. Le formulaire est sorti début de semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, de façon très récente, vous pouvez déjà aller inscrire vos actions. Jeanne me disait qu'il y en avait déjà une centaine d'idées, donc les gens sont quand même très réactifs. Ils savent aussi que quelquefois, pour des contraintes de budget, à partir d'un moment, on est obligé d'arrêter les inscriptions. Donc, ça veut dire que c'est les premiers inscrits qui sont les premiers servis. Donc, il faut en effet pas oublier ça. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que parmi tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui voudraient bien participer à la semaine de la dénutrition, en fait, l'échelle des actions peut être très variable. Là, on a parlé surtout d'actions un peu innovantes qui demandent quand même pas mal de temps, d'organisation, de motivation et tout ça. Donc ça, c'est super parce que voilà, tout le monde va pouvoir éventuellement le faire ou pas le faire, mais ou s'en inspirer. On peut aussi avoir fait des actions pendant l'année et les valoriser au moment de la semaine. Donc surtout utiliser ce que vous avez déjà fait. Et si vous n'avez pas vraiment le temps ou l'opportunité de faire des actions, vous pouvez tout simplement relayer soit les outils, les informations sur les réseaux sociaux. Et déjà, ça aussi, ça nous aide beaucoup. Donc, vous voyez que ça peut être à toute échelle. Peut-être ce qui demande le moins de temps et d'énergie, c'est de relayer les infos, mais ça nous rend service aussi. Donc, en fonction de ce que vous pouvez faire, ça peut tout à fait, toute participation est tout à fait bienvenue. Et puis, petite précision aussi pour ceux qui ont déjà participé à la semaine. Cette année, le formulaire, il est assez différent. Déjà, c'est plus un Google Form. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de facilité d'utilisation du formulaire. Et en une inscription au formulaire, vous pouvez rentrer toutes les actions. Donc, si vous faites plusieurs actions, vous n'avez pas à refaire le formulaire dès le début. Vous aurez une entrée avec première action, titre de action, description, etc. Et vous allez pouvoir les enchaîner comme ça. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Pareil, on a aussi donc sécurisé au niveau des adresses pour les kits de commande, puisque chaque année, on avait un peu de déperdition, malheureusement. Donc, là, on a vraiment fait des adresses qui sont... Enfin, c'est avec un service d'État, etc. Donc, c'est vraiment les bonnes adresses. Il n'y aura pas de souci sur les envois des kits. Donc, et en effet, comme disait Agathe, n'hésitez pas à vous inscrire pas forcément le plus rapidement possible, mais les premiers qui s'inscrivent sont quasiment certains de recevoir leur kit de communication. Moi, j'ai une question, mais bon, c'est par flemme parce que je ne suis pas allée vérifier. Mais est-ce que parce que je sais qu'il y a des vidéos sur la dénutrition, enfin, qui sont
proposé par le collectif. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique justement à destination des usagers, des représentants des usagers, des personnes qui interviennent en CVS, où il n'y a pas forcément quelque chose ciblé grand public? Alors, le Euh, flyer général, il est censé être grand public. mm, Oui, Euh, euh, mais on fait une vidéo, nous, quelque chose où quelqu'un, un expert ah, ou quelqu'un expliquerait ce qu'est la dénutrition de façon animée, enfin, ou une vidéo, je sais alors, pas. ce on qu'il y en a a de mieux, quelques-unes. oui, il y en Mm, a. Et moi, j'en avais fait une avec le Gérontopole Gérondif d'Île-de-France. Et Ok, c'est un truc de 4-5 minutes. En fait, c'est destiné aux professionnels aidants à domicile, mais ça peut être aussi les aidants. Et ça explique un petit peu ce qu'on peut faire, etc. ok, parfait. Dans Parfait. l'académie du collectif, c'est aussi, vous pouvez sélectionner le format de ce que vous cherchez. Si vous cherchez des vidéos, ça sera en vidéo. Ok. Moi, c'est super. Eh bien, écoutez, merci à tous. Donc, Jeanne a mis le mail, hein. Si jamais vous aviez des questions, vous pouvez aussi passer par nous et puis on se fait le relais. Et puis, ben, Camille et Thibault, je vous laisse revenir vers moi sur l'éventuel partage ou non, hein, de votre outil. Et puis, je tiendrai au courant le collectif. Et encore, merci à tous. Et bonne préparation de la semaine de la dénutrition, Agathe et Jeanne, parce que je pense qu'il doit y avoir du travail sur le sujet. Mais merci aussi beaucoup à vous. Vraiment une région super dynamique. C'est très chouette. Merci. 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 merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.